Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars n'étaient pas seulement des armes lourdes. C'étaient des forteresses mobiles, des abris improvisés, des pièges d'acier où 5 hommes vivaient, combattaient et mouraient. À l'intérieur, le bruit, la chaleur et la tension étaient constants. À l'extérieur, la boue, le froid et les explosions recouvraient tout. Chaque membre d'équipage avait une fonction précise, mais au combat, chacun devait savoir tout faire. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. Une seconde d'hésitation pouvait être la dernière. Beaucoup se souviennent des panzers comme de machines imposantes, mais peu savent ce qui se passait à l'intérieur. Ce que signifiait passer des jours sans dormir, charger des obus sous le feu ennemi ou pousser un blindé enlisé en plein milieu de la boue. Derrière chaque tir précis, il y avait des heures d'entraînement, des blessures non guéries et des décisions qui pesaient pour toujours. De l'entraînement à la guerre, comment se forgeait un équipage de Hans von Lück était entré dans l'armée juste après avoir terminé ses études. Il passa les épreuves physiques, puis l'instruction des cadets et plus tard les premières manœuvres. Il apprit à donner des ordres, à se déplacer entre les tranchées, à lire des cartes et à se débrouiller avec le minimum en race campagne. Avant de se retrouver en première ligne, on lui enseigna à travailler avec les radios, à vérifier un moteur et à manœuvrer en équipe avec d'autres soldats qui conduisaient également des blindés. Il portait un uniforme différent de celui des autres, avec moins de décoration, mais plus pratique. Lorsqu'il rejoignit une unité Panzer, sa première tâche fut de bien connaître son véhicule. Chaque membre de l'équipage avait une fonction. L'un vérifiait le canon, un autre le moteur, un autre encore les chenilles. Tout devait être contrôlé avant de démarrer. Les entraînements étaient longs. Parfois, il restait des heures enfermé dans le char sans bouger, simulant des attaques venant de différents côtés. Les officiers voulaient qu'il réagisse sans réfléchir, qu'il sache quoi faire même sans rien voir au-delà du viseur. Pendant les exercices, il dormait dans le blindé. Il ne pouvait en sortir que sur autorisation. Il mangeait à tour de rôle avec de la nourriture en conserve. Parfois, il ne la réchauffait même pas. Cela faisait partie de l'entraînement, s'habituer à vivre comme au front. L'un des instructeurs expliquait que le plus grand ennemi d'un char n'était pas un autre char, mais le manque de communication. Si le commandant n'était pas clair, le chargeur ratait son tir ou le conducteur s'arrêtait au mauvais endroit. C'est pourquoi il s'entraînait autant avec les radios. Les premières leçons comprenaient aussi la façon de réparer une petite panne en plein combat. On leur apprenait à changer une roue, nettoyer le filtre à air, extraire des projectiles coincés et vérifier les freins moteurs allumés. Tout devait être fait en quelques minutes. Avant chaque exercice, le commandant réunissait son équipage et expliquait le plan. Il leur indiquait où se trouvait l'ennemi, pourquoi ils attaquaient par un côté et combien de temps ils avaient pour se déplacer. Aucune erreur n'était tolérée. Si quelqu'un se trompait, il recommençait tout depuis le début. Les premières fois qu'ils utilisèrent des munitions réelles, le bruit à l'intérieur du char était insupportable. Beaucoup se bouchèrent les oreilles avec des chiffons. Mais les chefs insistaient, il fallait s'habituer au fracas, à la chaleur, à la fumée. Quand ils commençaient à avancer sur un terrain difficile comme la boue ou la neige, les instructeurs descendaient à pied et montraient les endroits où le char pouvait s'enliser. Les conducteurs devaient mémoriser le terrain, car à l'intérieur, on ne voyait que par de petites fentes. En hiver, le char mettait du temps à démarrer. Il devait chauffer l'huile avec un poêle de campagne ou démarrer à la manivelle. Si ça ne marchait pas, il n'y avait pas de mission. Il ne pouvait pas rester en arrière, car un char immobilisé était une cible facile. Pendant les pauses, il nettoyait les armes, vérifiait la radio et graissait les pièces. Parfois, ils dormaient directement sur le sol métallique, utilisant leur veste comme oreiller. Le char était leur maison, leur refuge et leur piège. Lors des manœuvres nocturnes, l'ordre était de se déplacer sans lumière. Ils utilisaient des viseurs ou comptaient simplement les secondes d'avance. Si un char se perdait, ils allumaient une fusée éclairante pour le retrouver. Mais cela signifiait refaire tout l'exercice. Chaque soldat de l'équipe devait connaître la fonction des autres. Si l'opérateur radio tombait, le chargeur devait prendre sa place. Si le conducteur était blessé, le tireur le remplaçait. Tous s'entraînaient à toutes les fonctions. Les jours précédant l'affectation au front, ils revoyaient des situations réelles. Que faire si le char était encerclé? Comment s'échapper s'il était touché? Comment sortir un blessé sans ouvrir la trappe principale?
Ils le pratiquaient encore et encore. Les instructeurs utilisaient des explosions contrôlées pour simuler des attaques. Le char tremblait. L'objectif était que l'équipage ne panique pas, qu'il continue à tirer, qu'il maintienne le contact radio. Parfois, ils passaient des jours sans tirer. Ils parlèrent seulement, analysaient les erreurs, répétèrent les ordres et les séquences. Le but était de penser comme un seul, pas comme 5 hommes séparés. Avant d'entrer en combat, ils reçurent une conférence sur la morale. Ce n'était pas une conférence politique, mais un rappel. Ils étaient là pour couvrir l'infanterie, pour ouvrir la voie, pour résister au premier coup. La vie des autres dépendait d'eux. La première destination de von Luck fut la Pologne. Ce n'était plus un entraînement. Maintenant, ils utilisaient des munitions réelles. Le char avançait entre rues et champs ouverts. Le commandant criait des ordres courts. Le conducteur répondait sans poser de questions. Le tireur ne cessait de regarder par le viseur. Lors d'un affrontement, le char de devant fut touché. Il n'explosa pas, mais s'immobilisa. Le commandant ordonna de le contourner. Personne ne parlait. Chacun savait que cela pouvait leur arriver aussi. Pendant une pause, ils descendirent vérifier les chenilles. Un des soldats avait une blessure légère, mais ne se plaignait pas. Le commandant dit seulement « Vite, ce n'est pas un exercice ». À ce moment, tous comprirent que ce qu'ils avaient pratiqué pendant des mois était maintenant réel. Chaque mouvement, chaque erreur, chaque seconde perdue pouvait coûter des vies. Les jours suivants passèrent sans repos. Ils dormaient peu, mangeaient quand ils pouvaient. Certains blindaient. Ils restaient coincés dans la boue ou la neige. D'autres manquaient de carburant. Parfois, ils poussaient tous ensemble le char avec des câbles et des pelles. Von Luck se rappelait qu'une fois, ils avaient dû partir à pied pour chercher une unité voisine. La radio avait cessé de fonctionner. Ils avançaient à travers des champs sous le feu ennemi, mais ils savaient que s'ils ne revenaient pas avec de l'aide, tout l'escadron serait piégé. Une autre fois, le commandant dut prendre une décision en quelques secondes. Reculer ou avancer par une rue étroite où se cachaient des tireurs. Il choisit d'avancer. En arrivant à l'intersection, un coup de feu frôla la tourelle. Le tireur répondit sans hésiter. Lorsqu'ils revinrent à la base temporaire, le char était sale, avec des pièces cassées et une odeur de poudre. Mais il fonctionnait toujours. Chaque homme savait que tant que le moteur tournait, il restait utile. L'entraînement avait servi, pas pour éviter la peur, mais pour que la peur ne les paralyse pas. Ils avaient appris à continuer, même quand tout semblait contre eux. Dans les premiers jours de combat, beaucoup de chars étaient en panne pour des défauts mineurs. Parfois, c'était une courroie lâche ou un problème avec la pompe à carburant. Les équipages savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre un mécanicien. Ils devaient réparer eux-mêmes, sous la pluie ou le feu. Si le moteur ne démarrait pas, le commandant donnait 5 minutes. Si ce n'était pas résolu, il fallait abandonner le véhicule. Mais personne ne voulait le laisser. C'était leur seule protection contre les projectiles ennemis. Ottokarius se rappelait comment il avait dû changer le filtre à huile en plein milieu d'une avance. Le moteur perdait de la puissance. Ils s'arrêtèrent quelques minutes dans une tranchée. Le chargeur tenait le couvercle pendant qu'ils vérifiaient. Ils repartirent avant l'arrivée du bombardement suivant. Sur les longs trajets, un des pires problèmes était la fatigue. Le conducteur pouvait s'endormir. C'est pourquoi, de temps en temps, le commandant lui demandait d'échanger sa place avec un autre membre de l'équipage, même si c'était inconfortable. Les routes n'étaient parfois que des sentiers entre les arbres. Le char devait avancer en file indienne. Si le premier s'arrêtait, les autres étaient bloqués. Quand cela arrivait, tout le monde descendait pour vérifier le terrain. Il fallait avancer, peu importait si la boue arrivait jusqu'aux genoux. Pendant la marche, l'opérateur radio maintenait le contact avec les unités proches. Les interférences étaient fréquentes. S'ils perdaient le signal, ils utilisaient des fusées éclairantes, des miroirs ou même criaient depuis l'écoutille. C'était risqué, mais nécessaire. L'intérieur du char était toujours sale. La poussière des chemins entrait par chaque fissure. La sueur imprégnait les sièges. L'odeur d'huile, de métal et de carburant brûlé se mêlait à la fumée des tirs. Il n'y avait pas moyen de le nettoyer à fond. Quand le char passait près d'une explosion, les vibrations secouaient tout. Les équipages se cognaient les uns contre les autres. Mais ils ne s'arrêtaient pas. Ils vérifiaient juste que tout le monde allait bien et continuaient leur route. Lors d'une mission, Carius a dû prendre le contrôle du canon après que le tireur eut subi une coupure au visage. Pendant que le chargeur préparait le projectile suivant, lui visait.
Ils ont tiré 3 fois avant de réussir à reculer. Les tâches à l'intérieur du char devenaient automatiques. Personne n'avait besoin d'explication. Le commandant indiquait une direction. Le conducteur tournait. L'opérateur ajustait la fréquence. Le chargeur préparait le projectile. Le tireur visait et tirait, tout en quelques secondes. Dans les jours les plus difficiles, il passait plus de 12 heures à l'intérieur sans descendre. Il n'ouvrait la trappe que pour respirer ou jeter les douilles vides. Le froid s'infiltrait par les bords de la tourelle. Les mains s'engourdissaient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Lorsqu'ils arrivaient à un point de ravitaillement, le repos était bref. Ils remplissaient le réservoir, nettoyaient la lunette, changeaient une pièce desserrée et se préparaient à repartir. Le front était toujours proche. Une fois, le char de Carius a reçu un impact à l'arrière. Il n'a pas explosé, mais a endommagé l'essieu. Ils ont dû le pousser avec un autre blindé jusqu'à une zone sûre. Pendant ce temps, ils utilisaient seulement la radio pour coordonner le mouvement. Les bombardements étaient une menace constante. Quand ils entendaient le bourdonnement, ils coupèrent le moteur et restaient immobiles. Si possible, ils couvraient le char avec des branches sous des bâches. Sinon, ils attendaient simplement. Parfois, l'attaque passait. Parfois, non. Les pièces de rechange manquaient. Si une pièce cassait, on la cherchait dans un autre char en panne. Les mécaniciens improvisaient avec ce qu'ils avaient. Un câble de frein pouvait être remplacé par un fil de fer, une lunette cassée par un bouchon de bouteille coupé. Au croisement, le commandant devait décider d'avancer, d'attendre ou de reculer. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Une rue mal choisie pouvait mener à une embuscade. C'est pourquoi des observateurs à pied avançaient quelques mètres devant le char. Une fois, une chute de neige a bloqué la lunette avant. Le conducteur continuait à se guider avec les ordres du commandant qui utilisait une boussole et des repères du terrain. Ils avançaient lentement, ne voyant pas plus loin que quelques mètres. Les communications avec l'infanterie étaient basiques. Ils utilisaient des signaux de bras ou des messages écrits. Si le char devait couvrir une avancée, il s'arrêtait à un point élevé et tirait vers les positions ennemies marquées par de la fumée ou des cris. Sur le front oriental, le froid cassait les pièces. L'huile gelait. Les chenilles durcissaient. Démarrer le moteur prenait du temps. Parfois, ils allumaient un feu sous le char pour chauffer le système. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'alternative. Une nuit, le blindé est tombé en panne de batterie. Ils ne pouvaient plus le déplacer. Ils ont décidé de passer la nuit à l'intérieur. Ils ont allumé une bougie et se sont relayés pour dormir. Dehors, le vent frappait la tôle comme s'il allait l'arracher. Le commandant avait l'obligation de rester calme. S'il doutait, tout le monde le sentait. C'est pourquoi, même sans réponse, il donnait des ordres clairs. Personne ne lui demandait s'il était sûr. Ils obéissaient simplement. Parfois, les chars servaient d'abri pour l'infanterie. Ils s'approchaient pendant un bombardement, se protégeaient derrière les chenilles ou demandaient un transport. Le commandant décidait s'il les aidait ou non. Le chargeur était celui qui s'épuisait le plus. Sa tâche était de charger le projectile, fermer la chambre et se préparer pour le tir suivant. Parfois, il répétait la séquence 50 fois en 1 heure. Ses bras tremblaient, mais il ne s'arrêtait pas. Lorsqu'il y avait une pause, il vérifiait tout, munitions, moteurs, viseurs, engrenages. Un détail mal ajusté pouvait être mortel lors de la prochaine attaque. C'est pourquoi le repos n'était pas un vrai repos. Il y avait toujours quelque chose à faire. Au fil du temps, l'équipage se connaissait sans parler. Un geste, un regard ou une respiration suffisaient pour comprendre ce qui allait arriver. Ils avaient tout traversé ensemble. Ils n'étaient plus 5 hommes. Ils formaient un seul corps. Les nouvelles recrues ne s'intégraient pas toujours. Certains avaient peur, d'autres posaient trop de questions. L'ancienne équipe les observait en silence. Ils savaient que le char n'acceptait pas les doutes. Soit tu t'adaptais, soit tu partais. Dans les pires jours, il ne restait que 2 options. Continuer d'avancer ou rester immobile. Et rester immobile, en pleine guerre, c'était comme être mort. C'est pourquoi, même avec la peur, la douleur ou la fatigue, le char continuait sa route. Une fraternité blindée, relation à l'intérieur du char. Chaque char d'assaut avait 5 soldats. Le commandant était en haut, observant tout et donnant des ordres. Le tireur s'occupait de viser et de tirer. Le chargeur préparait le projectile et le mettait dans la chambre. Le conducteur conduisait. L'opérateur radio envoyait et recevait des messages. Tous dépendaient les uns des autres. Il n'y avait pas de place pour les discussions. Si l'un échouait, tous étaient en danger.
C'est pourquoi, dès le premier jour, ils étaient entraînés en groupe. Ils vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient au même endroit. Ils apprenaient à se connaître sans parler. À l'intérieur du blindé, il n'y avait pas d'intimité. Si quelqu'un tombait malade, les autres le voyaient. Si quelqu'un était de mauvaise humeur, tout le monde le remarquait. Ils ne pouvaient ni s'échapper ni s'éloigner. Le char les obligeait à cohabiter dans moins de 3 mètres. Pendant les pauses, certains s'asseyaient sur la tourelle pour fumer. D'autres nettoyaient leurs armes. Parfois, ils parlaient de leur maison. D'autres fois, ils ne disaient rien. Le silence faisait partie du groupe. Ils n'avaient pas besoin de le remplir avec des mots. Le commandant ne donnait pas seulement des ordres. Il calmait aussi les esprits, décidait s'il fallait faire une pause ou manger maintenant ou plus tard. S'il était juste, il le suivait. S'il était autoritaire, il se méfiait. L'autorité ne venait pas du grade, mais des faits. Lors d'un bombardement, le tireur et le chargeur baissèrent la tête. Le conducteur posait la main sur le levier et attendait. L'opérateur se couvrait les oreilles. Le commandant regardait à travers la lunette, cherchant le moment exact pour bouger. Tous savaient quoi faire. Il n'était pas nécessaire que quelqu'un parle. Parfois, un soldat racontait de mauvaises blagues pour détendre l'atmosphère, ou ils inventaient des paris sur la durée de la mission. Ils riaient peu, mais ces plaisanteries aidaient à respirer. Les bagarres étaient rares, mais elles arrivaient. Une fois, le chargeur s'est disputé avec le conducteur à cause d'une manœuvre mal exécutée. Le commandant les laissa parler. Puis il dit « Soit vous réglez ça maintenant, soit vous mourrez tous les deux demain. » Ils ne se sont plus jamais disputés. Il y avait du respect entre eux. Si l'un était blessé, les autres l'aidaient sans hésiter. Si quelqu'un n'en pouvait plus, les autres le couvraient. Ils savaient que le lendemain, ça pourrait être eux qui auraient besoin d'aide. Chacun connaissait les gestes des autres. Si l'opérateur levait le sourcil, c'était un signe d'interférence. Si le tireur tournait la tête, c'était qu'il y avait quelque chose hors du viseur. Si le conducteur serrait les dents, c'était que le terrain devenait difficile. Quand la nuit tombait, ils se relayaient pour dormir. 2 se reposaient, 3 montèrent la garde. Pas besoin de dire qui allait en premier. C'était décidé d'avance. La routine faisait partie du lien. Les jours sans combat, ils partageaient la nourriture. Parfois, il n'y avait que du pain dur et des saucisses froides. Mais ils les distribuaient sans se plaindre. Si l'un recevait une lettre, il la lisait à voix basse. S'il avait des cigarettes, il en offrait une à chaque compagnon. En hiver, ils dormaient collés pour ne pas geler. En été, ils transpiraient ensemble dans le métal. Ils se relayaient pour ouvrir la trappe et prendre l'air. Chaque minute dehors était un cadeau. Quand l'un recevait de mauvaises nouvelles de chez lui, on n'en parlait pas. On lui passait juste une gourde, une cigarette ou un morceau de pain. Le silence était leur façon d'être là. La confiance était absolue. Si le commandant disait « Feu », le tireur ne doutait pas. Si l'opérateur criait « Avance », le conducteur ne demandait pas pourquoi. C'était un réseau invisible qui les soutenait. Il y avait des rituels qu'ils répétaient toujours. Avant une mission, l'un disait « On va par la droite ». Un autre répondait « Mais on tourne à gauche si besoin ». Ça n'avait pas de sens, mais c'était leur manière de se préparer. Les blagues internes les faisaient rire même dans les moments tendus. Ils donnaient des noms aux chenilles, parlaient au moteur comme s'il était une personne. Ça les faisait se sentir partie du char, pas seulement passagers. Parfois, le char subissait de graves dommages. Pendant que les mécaniciens réparaient l'extérieur, l'équipage réparait l'intérieur. Le chargeur nettoyait le sol. Le tireur vérifiait les viseurs. L'opérateur ajustait les câbles. Ils n'avaient besoin de personne pour leur demander. Une fois, un projectile est tombé près et a secoué le char. L'opérateur saignait du front. Le conducteur avait l'épaule déboîtée. Mais ils ne sont pas sortis. Le commandant dit « C'est presque fini, tenez bon ». Et ils ont continué. Si l'un mourait, on ne parlait pas pendant des heures. Le nouveau remplaçant arrivait en silence. Il prenait la place de celui qui n'était plus là. Quelqu'un lui apprenait vite les bases. Les autres continuaient. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. Même si ce n'était pas dit, ils prenaient soin les uns des autres. Si l'un ne mangeait pas, les autres le remarquaient. Si l'un parlait peu, il lui faisait une blague. Si quelqu'un avait de la fièvre, il se relayait pour le couvrir. Il n'avait pas besoin d'ordre pour ça. Le char ne pardonnait pas les erreurs. Mais à l'intérieur, ces 5 hommes devenaient une seule unité. Ils lisaient les gestes, partageaient la peur et se couvraient les uns les autres.
Le lien qu'il créait à l'intérieur ne se rompait ni avec le temps, ni avec la distance. Quand un nouveau membre arrivait, il l'observait sans rien dire. Peu importait son grade ou ses médailles. L'important était s'il savait faire son travail et s'il supportait la pression. Le char n'avait pas de place pour les faibles ni pour les hésitants. Pendant les premières heures, le nouveau était mis à l'épreuve. Le chargeur lui laissait une caisse plus lourde, l'opérateur lui donnait une mauvaise fréquence, le conducteur freinait brusquement. Ce n'était pas par méchanceté, c'était pour savoir s'il était prêt à ce qui allait venir. S'il résistait, il l'acceptait. S'il échouait, il le remplaçait. Le groupe devait fonctionner comme une machine. Si une pièce ne s'emboîtait pas, tout se bloquait, et à la guerre, ça coûtait des vies. La communication entre eux était simple. Cris courts, signes de la main, regard rapide. Ils n'utilisaient pas de longues phrases. Il n'y avait pas de temps. Le bruit du moteur, du canon et de la radio ne laissait pas place aux conversations. Parfois, la radio tombait en panne. Alors l'opérateur écrivait des messages sur des petits papiers et les passait de main en main. S'il n'y avait pas de lumière, ils utilisaient une lampe torche recouverte de tissu. Le message devait arriver, quoi qu'il en coûte. Dans les moments calmes, ils se souvenaient des noms de villes, d'amis, de plats. Ils ne parlaient pas beaucoup de l'avenir, juste du jour qu'ils avaient devant eux. Chaque mission pouvait être la dernière. Il y avait des règles non écrites. Personne ne mangeait seul. Personne ne dormait si un autre continuait à travailler. Personne ne quittait le char sans prévenir. Personne ne prenait de décision seul. Ces règles ne venaient pas de l'armée, elles venaient d'eux-mêmes. Pendant les réparations longues, ils se relayaient pour chercher des pièces, vérifier les plans ou faire la garde. Personne ne restait sans rien faire. Chacun trouvait quelque chose à faire. Le char devait être prêt au plus vite. Une fois, le conducteur est tombé malade. Le tireur a pris sa place. Le commandant a ajusté la route. Le chargeur a vérifié le terrain. Il n'a pas fallu réorganiser quoi que ce soit. Il savait déjà comment bouger sans explication. Sur le champ de bataille, la confiance était aveugle. Le commandant indiquait un virage. Le conducteur le faisait sans demander. Le tireur visait où on lui disait. Le chargeur anticipait le tir. L'opérateur savait quand appeler des renforts. Quand il n'y avait pas de combat, la tension ne disparaissait pas, elle restait dans l'air. N'importe quel bruit étrange, n'importe quel message à la radio pouvait tout changer. C'est pourquoi ils étaient toujours en alerte, même quand ils riaient. La routine était dure. Chaque matin, ils vérifiaient le moteur, la pression, les niveaux d'huile. Le chargeur comptait les projectiles. L'opérateur testait la radio. Le tireur ajustait la mire. Le commandant supervisait tout. Si quelque chose ne fonctionnait pas, il ne sortait pas. Parfois, un char du peloton tombait hors service. L'équipage allait aider, pas parce que c'était un ordre, mais parce qu'ils savaient que demain, ce pourrait être eux qui auraient besoin d'aide. Le respect se gagnait sur le terrain, pas avec des discours ni des bavardages. Si quelqu'un rampait sous le feu pour réparer un train de roulement, ils l'admiraient. S'il sortait un blessé du char sans hésiter, ils avaient confiance en lui. Le courage se montrait par les actes. La relation entre eux était si forte qu'il suffisait souvent d'un mot pour calmer une dispute. Ils savaient jusqu'où ils pouvaient se pousser. Si l'un était à bout, ils ne le poussaient pas plus loin. Ils le couvraient jusqu'à ce qu'il se remette. Les jours les plus longs, certains dormaient assis. D'autres appuyaient la tête contre la paroi du char. Ils se relayaient pour assurer la surveillance. Si quelqu'un ronflait, on le réveillait d'un léger coup. Il n'était pas nécessaire de parler. Les histoires personnelles passaient au second plan. Ils pouvaient passer des semaines sans connaître le nom de famille de l'autre. Ce n'était pas important. L'important était de savoir tirer, conduire, réparer ou communiquer. Dans la bête, le combat depuis un panzer, depuis l'intérieur du char, la vision était limitée. Il n'y avait que de petites fentes dans la tourelle ou de minces périscopes. Le commandant utilisait un viseur rotatif. Le tireur avait une lunette alignée sur le canon. Le conducteur regardait par une fente frontale. Les autres ne voyaient presque rien. En combat, ce manque de vision compliquait tout. Le commandant devait guider le char uniquement avec ce qu'il voyait par son optique. Parfois, il s'appuyait sur l'opérateur radio qui suivait les messages des autres unités. Mais la plupart des décisions étaient prises à l'aveugle. Le tireur dépendait entièrement du commandant. Si l'ennemi bougeait, le canon devait pivoter en quelques secondes. Chaque seconde de retard pouvait signifier un impact direct. Le chargeur devait prévoir quel projectile utiliser. Explosif, perforant
ou traceur. Lorsque le canon tirait, le fracas était assourdissant. Le char vibrait, la fumée s'accumulait, la culasse chauffait. Le chargeur retirait la douille et préparait le tir suivant. Tout devait se faire sans parler. Seulement avec des gestes et de la pratique, le bruit était constant. Non seulement celui du moteur, mais aussi le cliquetis des chenilles, les cris de l'extérieur, les tirs ennemis, les explosions proches. À l'intérieur du blindé, le son était amplifié. Parfois, les oreilles faisaient mal même avec du coton. La chaleur devenait insupportable. En été, la température à l'intérieur du char dépassait les 40 degrés. La sueur trempait les uniformes. L'odeur de graisse, de poudre et de carburant remplissait l'air. Respirer devenait difficile, mais on ne pouvait pas ouvrir la trappe en plein feu. La claustrophobie affectait les nouveaux. Certains transpirèrent plus que la normale, d'autres respirèrent vite. Le commandant les regardait sans rien dire. S'ils ne tenaient pas, ils ne remontaient pas dans le char. L'espace à l'intérieur ne pardonnait pas la peur. Lors d'une bataille à l'est, le char d'Otto Carius fut encerclé par l'ennemi. Il ne pouvait rien voir au-delà de quelques mètres. Il savait seulement qu'ils étaient sous le feu. Le commandant cria les coordonnées. Le tireur fit pivoter la tourelle. Le chargeur introduisit le projectile. Ils tirèrent sans réfléchir. Chaque mouvement faisait partie d'une chaîne. Si l'un échouait, tout s'arrêtait. Dans un combat rapproché, il n'y avait pas de temps pour corriger les erreurs. Il fallait réussir du premier coup. Parfois, le char avançait entre les arbres ou les maisons en ruine. Le conducteur devait avancer sans voir. Il suivait seulement les indications du commandant qui utilisait le périscope et frappait sur le casque. Un coup à droite, 2 à gauche, 3 pour freiner. Quand l'ennemi était proche, les projectiles ricochaient sur la coque. Le son était sec. Certains tremblaient en l'entendant. D'autres ne bronchaient pas. Ils savaient que tant que le blindage tenait, ils pouvaient continuer. Le tireur ajustait sa visée en quelques secondes. Il réglait le viseur selon la distance. Le chargeur suivait. Si le canon se bloquait, le commandant ordonnait de reculer. Mais il s'arrêtait rarement. Dans un combat, la radio fut saturée. L'opérateur dut la débrancher et travailler avec des messages courts. Le commandant continuait à hurler des ordres. Le chargeur se brûla la main avec une douille chaude. Il ne s'arrêta pas. Il changea simplement de main. Le sol du char vibrait à chaque impact. Les outils sautaient, les douilles roulaient. L'huile fuyait. La fumée faisait brûler les yeux. Mais l'équipage continuait comme si de rien n'était. Il s'était entraîné pour ça. Les explosions proches soulevaient légèrement le char. Le conducteur maintenait la marche. Si le sol devenait meuble, les chenilles glissaient. Le commandant devait décider de continuer ou de dévier. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Dans un autre affrontement, une grenade tomba sur la tourelle. Elle n'explosa pas. Elle laissa seulement une bosse. L'opérateur rit. Le chargeur lui dit d'arrêter de tenter le sort. Le commandant ne dit rien. Il continua seulement à regarder dans le viseur. Les trappes ne s'ouvraient que lorsque le danger passait. Si quelqu'un essayait de se montrer avant, il pouvait recevoir une balle en plein visage. C'est pourquoi beaucoup préféraient l'enfermement. À l'intérieur, au moins, ils savaient à quoi s'attendre. L'humidité s'accumulait sur les parois du blindé. Parfois, de l'eau coulait du plafond. Quand il faisait froid, les mains collaient au métal. Quand il faisait chaud, la sueur ne séchait pas. Mais personne ne se plaignait. C'était une partie du travail. Le chargeur devait bouger rapidement les bras, mais avec précision. S'il laissait tomber une douille, le système pouvait se bloquer. S'il introduisait mal le projectile, il endommageait le canon. Tout devait se faire les yeux grands ouverts et sans nervosité. Au loin, le commandant voyait l'éclair d'un autre char ennemi. Il ordonnait de s'arrêter. Le tireur visait. Le tir partait. S'il était précis, l'ennemi brûlait. En cas d'échec, la contre-attaque arrivait. Le temps entre les deux n'était que de quelques secondes. Le char avançait parmi les décombres, la fumée et les corps. Il ne pouvait pas s'arrêter pour regarder. Si quelque chose se mettait en travers, il le poussait avec les chenilles. Ce n'était pas par cruauté, c'était par nécessité. En plein combat, la concentration était totale. Personne ne parlait inutilement. Le commandant observait. Le tireur suivait sa cible. Le chargeur préparait le tir suivant. Le conducteur attendait l'ordre pour bouger. L'opérateur réglait la radio et écoutait. Le char se transformait en une machine de réaction rapide. Chaque seconde comptait. Chaque geste pouvait décider s'il restait en vie ou devenait de la ferraille. Quand le blindé s'immobilisait, la panique était silencieuse. Personne ne criait. On entendait seulement les coups sur le moteur, les tentatives pour le démarrer, les ordres brefs.
Si le moteur ne redémarrait pas, ils savaient que dans quelques minutes, on viendrait pour eux. Ottokarius racontait qu'une fois, lors d'un affrontement avec des chars T-34, son véhicule avait été touché à la tourelle. Le coup n'était pas entré, mais la vibration avait étourdi le tireur. Le commandant saisit le viseur, ajusta la direction et cria aux chargeurs. Ils tirèrent sans pause. Dans ces moments-là, le temps s'arrêtait. Ils ne savaient pas si 5 minutes ou une demi-heure s'étaient écoulées. Tout n'était que tirer, recharger, avancer, reculer, attendre le prochain coup. Parfois, il n'y avait pas d'ennemis visibles, seulement des tirs. Le commandant décidait où viser grâce au son, à la fumée ou à la logique. Le tireur suivait l'indication sans hésiter. Si le viseur se salissait de boue, le commandant utilisait un chiffon ou même sa manche pour le nettoyer. S'il se cassait, ils utilisaient la trappe malgré le risque. Le char ne pouvait pas rester aveugle. En terrain difficile, le conducteur devait avoir du doigté. S'il tournait trop, le char s'enlisait. S'il accélérait brusquement, les chenilles patinaient. Chaque mouvement était calculé, même sous pression. L'intérieur du blindé était étroit. Quand il bougeait, les corps se heurtaient. Si quelqu'un perdait l'équilibre, il se cognait contre le métal. Il y avait des bleus, des coupures, des brûlures. Personne ne se plaignait. Il se repositionnait simplement et continuait. Lors d'une opération, le chargeur s'est coupé avec une douille cassée. Il saignait, mais ne s'arrêtait pas. Le tireur lui passait les projectiles d'une main tout en visant de l'autre. L'opérateur utilisait la radio et, en même temps, essuyait la sueur de son front. Le commandant ne pouvait pas regarder en arrière. Il faisait seulement confiance au fait que les autres faisaient leur travail. Il ne pouvait pas perdre de temps. Le viseur était son seul monde. Le reste était entre les mains de l'équipage. Parfois, le char tirait sans savoir si la cible avait été détruite. Il n'y avait pas de temps pour vérifier. Si le canon ne surchauffait pas, il continuait à tirer. Quand le canon surchauffait, on le laissait refroidir. Pendant ce temps, il se déplaçait vers une nouvelle position. Le conducteur recevait l'ordre avec une tape sur l'épaule. Il savait qu'il devait avancer en zigzag, sans s'arrêter. Les petites balles ne pénétraient pas le blindage, mais elles résonnaient comme des pierres frappant une boîte métallique. Les novices se recroquevillaient en les entendant. Les vétérans savaient que tant qu'une grenade n'entrait pas, ils étaient en sécurité. Le chargeur devait anticiper. Si le tireur disait « perforant », il devait l'avoir prêt. S'il hésitait, il perdait des secondes. Et une seconde pouvait faire la différence entre être cible ou chasseur. L'opérateur ajustait les fréquences tout le temps. S'il entendait des interférences, il changeait. S'il recevait des coordonnées, il les notait et les transmettait rapidement. Parfois, il utilisait du papier. D'autres fois, il les disait à voix haute et claire. En combat, les douilles usagées s'empilaient au sol. S'ils ne les enlevèrent pas, elles gênaient le passage. Certains les jetaient par la trappe, d'autres les gardaient pour les compter ensuite. Une fois, le char s'est retrouvé entre deux bâtiments. Le commandant hésita. Il ordonna de tourner la tourelle vers la gauche. Le tireur obéit. L'ennemi tira depuis la droite. La tourelle pivota à nouveau. Ils tirèrent sans viser. Le projectile traversa le mur. L'ennemi tomba. Après le combat, le char était couvert de suie, de débris métalliques et de terre. À l'intérieur, tout était sale, humide, marqué. Mais il fonctionnait encore. Et c'était ce qui comptait. En descendant, personne ne parlait. Ils se regardaient seulement. Si tous étaient vivants, ils respiraient profondément. Si quelqu'un ne descendait pas, le silence durait plus longtemps. Le commandant le notait. Les autres ne posaient pas de questions. Les ordres étaient secs. Nettoyer le canon, vérifier le moteur, changer les munitions, faire le plein. Personne ne perdait de temps. Ils savaient que le prochain combat pouvait arriver dans quelques heures. Le char était leur monde. De l'intérieur, la guerre, c'était du bruit, de la chaleur, des chocs et de l'obscurité. Mais c'était aussi de la précision, des réflexes, de la confiance et de la routine. Tant qu'ils roulaient, ils étaient vivants. Ennemis redoutés face au T-34 et au Sherman. Le commandant du char savait que combattre un T-34 n'était pas la même chose que de se battre contre de l'infanterie. Quand ils en voyaient un, tout le rythme changeait. Le ton de la voix montait, les ordres étaient plus courts, le tireur tendait les bras. Le chargeur préparait les projectiles perforants. Le conducteur ralentissait. Personne ne respirait plus que nécessaire. Sur le front de l'Est, les chars soviétiques apparaissaient soudainement, traversant les arbres,
ou les collines. Parfois, ils arrivaient en groupe, d'autres fois un seul. Mais un seul était déjà dangereux. Le T-34 pouvait encaisser plusieurs tirs avant de s'arrêter. Il était rapide, difficile à voir et compliqué à détruire. La première règle était de tirer en premier. Si l'ennemi avait le temps de viser, il touchait presque toujours. C'est pourquoi, à la vue d'un T-34, le commandant ordonnait un arrêt immédiat. Le tireur ajustait la mire. Le chargeur préparait le projectile correct. Tout devait être prêt avant que l'autre ne s'en rende compte. Une fois, Ottokarius affronta 3 T-34 en même temps. Son char était en position élevée. Il ordonna de ne pas bouger. Il attendit que le premier tourne la tourelle. À cet instant, ils tirèrent. Le projectile traversa le flanc. Le deuxième char ennemi répondit, mais le tir passa au-dessus. Le tireur tourna la tourelle et tira de nouveau. Un autre coup au but. Le troisième s'enfuit. Les combats contre les Sherman étaient différents. Sur le front de l'Ouest, les chars alliés étaient plus lents, mais ils arrivaient en groupe. Ils étaient accompagnés d'infanterie, d'artillerie et d'avions. Le char allemand ne devait pas seulement les détruire, il devait aussi survivre à l'environnement. Le Sherman pouvait prendre feu avec un seul tir bien placé. Mais si c'était 5, le problème était autre. Pendant que l'un subissait le feu, les autres encerclaient. La stratégie était d'attaquer sur un flanc, changer de position et répéter. S'ils restaient au même endroit, ils étaient encerclés. Carius racontait qu'une fois, en Normandie, son unité détruisit 12 Sherman en moins d'1 heure. Ce n'était pas de la chance, c'était de la préparation. Ils avaient des munitions prêtes, une bonne visibilité et des positions camouflées. Ils tiraient et bougeaient. Ils ne restaient jamais immobiles plus de 2 minutes. Sur les deux fronts, la clé était la rapidité. Le char allemand devait tirer avant, bouger avant, corriger avant. Si le commandant hésitait, il perdait. Si le chargeur traînait, il n'y avait pas de second tir. Si le conducteur freinait mal, ils étaient exposés. Quand un projectile ennemi frappait sans pénétrer, le son était sec, comme un coup de marteau. S'il pénétrait, il y avait du feu, de la fumée et des cris. Le char se remplissait de gaz. Parfois, le feu atteignait les cartouches. S'il ne sortait pas vite, il ne sortait jamais. La peur était réelle. Personne ne le disait, mais tous la ressentaient. Voir un T-34 à 100 mètres, c'était avoir la gorge sèche. Entendre le rugissement d'un moteur Sherman, c'était serrer les dents. Mais on n'en parlait pas, on agissait seulement. Lors d'un combat en Biélorussie, le char de von Luck fut surpris par un groupe de T-34 cachés derrière une colline. Le premier tir ennemi passa au-dessus. Le commandant cria la direction. Le tireur tira avant que le deuxième ennemi ne réponde. Puis ils changèrent de position. Ils tirèrent à nouveau sous un autre angle. Ainsi, ils abattirent 2 autres. La manœuvre était tout. Tirer du même endroit était une erreur. Après chaque tir, le char devait bouger. Même 10 mètres. Même juste tourner. L'ennemi attendait un second tir du même point. S'il ne le faisait pas, il survivait. Les projectiles perforants étaient les plus utilisés contre les blindés. Le chargeur devait savoir lequel était lequel. Il ne pouvait pas se tromper. S'il utilisait un explosif, cela ne servait à rien. S'il utilisait un creux, il pouvait ricocher. Il fallait viser juste en type et en moment. Le tireur devait viser les points faibles, les côtés, l'arrière, l'anneau de la tourelle. S'il touchait le frontal, le projectile pouvait ne pas pénétrer. S'il pénétrait, il détruisait tout à l'intérieur. Mais cela demandait de la précision. Pendant une attaque ennemie, l'opérateur radio devait prévenir les autres chars. Il donnait la position, le nombre d'ennemis, la direction du feu. S'il se trompait, il pouvait envoyer les compagnons dans un piège. Lorsque le combat était rapproché, le commandant ouvrait la trappe pour mieux voir. C'était risqué, une balle pouvait l'atteindre, mais c'était nécessaire. De l'intérieur, on ne voyait pas tout. Depuis le dessus, il pouvait mieux décider. Une fois, une colonne de Sherman avançait sur un chemin étroit. Le char de Carius était caché derrière des buissons. Il attendit que le premier passe, puis il tira sur le deuxième. Quand les autres reculèrent, il détruisit le premier. Ainsi, ils furent piégés. Les autres tombaient un à un. Le char n'était pas invincible. Mais avec une bonne visée, un bon commandement et de la coordination, il pouvait résister. Le problème venait quand tout échouait en même temps. Quand le chargeur retardait, le tireur hésitait et le commandant ne voyait pas. Dans ces cas, tout finissait en quelques secondes. Après chaque combat contre des chars ennemis, l'équipage vérifiait tout.
le canon, la lunette, le système de rotation, la radio. Si quelque chose ne fonctionnait pas bien, on corrigeait immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour des ateliers. Tout devait se faire sur le terrain avec ce qu'on avait sous la main. Les restes des chars ennemis étaient analysés. Le commandant descendait, regardait les impacts, montrait à l'équipage où chaque projectile avait touché. C'était une manière d'apprendre, de savoir s'il visait bien, si la munition était la bonne, si le moment du tir était idéal. Une fois, un projectile ennemi a touché juste sous la tourelle. Il ne l'a pas traversée, mais a laissé une fissure. Le commandant demanda à vérifier le blindage. Avec une lampe torche, ils virent qu'il y avait un décollement de métal à l'intérieur. Si le prochain impact était au même endroit, le char pouvait se casser. Les chars ennemis n'étaient pas tous pareils. Certains T-34 avaient un blindage renforcé. D'autres Sherman utilisaient des protections supplémentaires avec des sacs ou des plaques. Chaque modèle avait une faiblesse différente. Apprendre cela faisait partie du travail du commandant. L'équipage devait aussi reconnaître les sons. Le T-34 avait un bruit de moteur particulier, différent du Sherman. Quand ils étaient immobiles dans une embuscade, l'opérateur écoutait. S'il disait « moteur lointain », tout le monde se préparait. S'il disait « moteur multiple », ils arrivaient en groupe. S'il disait « moteur lourd », c'était un autre type de véhicule. Dans certaines zones du front Est, les chars soviétiques utilisaient des manœuvres de masse. Ils avançaient en file, un derrière l'autre. La stratégie allemande était d'attaquer le deuxième ou le troisième, pas le premier. S'ils détruisaient celui du milieu, le reste s'arrêtait. Ainsi, ils pouvaient attaquer sur les côtés. Otto Carius racontait qu'une fois, il avait détruit 22 T-34 en un seul après-midi. Ce n'était pas la puissance de feu, c'était la position, le camouflage et la rapidité. Chaque tir était calculé, chaque impact précis. Ils n'ont gaspillé aucune balle. Sur le front ouest, les chars Sherman étaient souvent accompagnés d'un appui aérien. Quand des chars ennemis étaient détectés, des chasseurs ou des bombardiers arrivaient aussi. L'équipage devait bouger vite, tirer et se cacher. Si le ciel se remplissait d'avions, le blindé ne durait pas longtemps. En Normandie, les chemins étaient étroits. Les Sherman se déplaçaient sur des routes. Les chars allemands se cachaient dans les champs ou entre les haies. De là, ils tiraient sur le premier, puis se déplaçaient. Ils ne restaient jamais plus de 3 minutes au même endroit. Les affrontements directs étaient dangereux. Si le char allemand se retrouvait face à face avec un Sherman, il devait agir sans hésitation. Le commandant criait la cible, le tireur ajustait la lunette. Le chargeur n'attendait pas d'ordre. Il savait déjà quel projectile préparer. Dans une bataille près de Falaise, un groupe de Sherman s'est dispersé entre les maisons. Le char allemand a dû tirer entre les murs, évitant arbres et ruines. Parfois, il tirait à moins de 50 mètres. C'était comme se battre dans une ruelle. Quand le combat se terminait, l'équipage descendait le corps tendu. Certains s'essuyaient la sueur. D'autres vérifiaient s'ils étaient blessés. Le commandant notait ce qui s'était passé. Combien de tirs, combien d'impacts, quels dégâts. Le blindage était vérifié à la main. Ils cherchèrent des fissures, des bosses, des points faibles. Si quelque chose n'allait pas, ils le marquaient avec de la peinture. C'était une façon rapide d'identifier les dommages pendant le combat suivant. Les chargeurs avaient les bras épuisés. Ils avaient rechargé des dizaines de projectiles de 20 kilos en quelques minutes. Le tireur avait les yeux rouges, le conducteur les pieds engourdis. Personne ne parlait. Ils respiraient seulement et préparaient tout à nouveau. Le commandant leur montrait parfois un croquis avec les points faibles du T-34 ou du Sherman. Il leur montrait où ils avaient touché et où viser la prochaine fois. C'était une leçon rapide, sans longues phrases, juste des faits. Les affrontements ne se gagnaient pas toujours. Parfois, ils perdaient un camarade. Parfois, le char devenait inutilisable. Dans ces cas-là, ils sortaient à pied, en silence. Le blindé suivant les attendait déjà. Le moral ne baissait pas à cause d'une machine perdue. Il baissait s'ils sentaient qu'ils n'étaient pas prêts. C'est pourquoi ils entraînaient chaque détail. La position, la visée, le type de munition, le mouvement après le tir. Tout faisait partie d'un schéma qui ne pouvait pas échouer. Les combats contre des chars ennemis n'étaient pas les seuls, mais ils étaient les plus tendus. Parce qu'à ces moments-là, ils savaient qu'il y avait un autre comme eux, avec un équipage à l'intérieur, avec des ordres similaires, avec une peur semblable. Le char n'était pas qu'une arme. C'était leur bouclier, leur maison et leur outil d'attaque.
Ils en prenèrent soin parce qu'ils savaient que sans lui, ils étaient exposés. Ils ne le respectaient pas par romantisme. Ils le respectaient parce que c'était leur seule garantie de revenir vivant. Conditions extrêmes, froid, faim, fatigue et boue. La vie dans le char n'était pas seulement faite de tirs et de manœuvres. Le corps souffrait de l'intérieur. Ils dormaient peu, mal mangeaient et le froid leur gelait jusqu'aux os. Chaque jour était un défi pour tenir un peu plus. En hiver, le métal gelait, les mains collaient à l'acier, le souffle formait du givre sur la lunette, les chenilles craquèrent sous la glace. Parfois, le moteur ne démarrait pas. Il fallait allumer un feu sous le moteur pour le dégeler. Ils dormaient dans le char, assis, recroquevillés, les uns sur les autres. Si quelqu'un ronflait, personne ne disait rien. Si quelqu'un bougeait trop, les autres le poussaient. La nuit était longue. Personne ne se reposait vraiment. La nourriture arrivait tard ou pas du tout. Parfois, ils mangeaient du pain sec avec de la graisse. D'autres fois, seulement des pommes de terre froides. S'ils avaient de la chance, ils avaient une boîte de viande. Sinon, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ottokarius racontait qu'en Russie, ils ont passé 3 jours sans manger. Seulement de la neige fondue. Le conducteur a dû être aidé car il ne pouvait pas rester debout. Le chargeur tremblait tout le temps. Pourtant, ils ne sont pas sortis du char. La boue était un ennemi de plus. Au printemps, le terrain devenait un piège. Les chenilles s'enfonçaient. Le moteur rugissait mais il n'avançait pas. Parfois, ils restaient coincés pendant des heures. D'autres fois, ils avaient besoin d'un autre char pour sortir. Quand il pleuvait, l'eau entrait par les joints. Elle s'accumulait au sol. S'ils ne l'enlevaient pas avec des bidons ou des chiffons, l'intérieur se remplissait. Les pieds étaient toujours humides. L'odeur était un mélange d'humidité, de graisse, de sueur et de carburant. La fatigue était constante. Certains dormaient les yeux ouverts, d'autres parlèrent seuls. Parfois, le chargeur lâchait un projectile sans faire exprès, ou l'opérateur restait figé. Le commandant devait être attentif à chaque signe d'épuisement. Les maladies arrivaient sans prévenir. Fièvre, rhume, infection cutanée. Il n'y avait pas de médecin à proximité. Si quelqu'un tombait malade, on lui donnait une couverture et on continuait. S'il ne s'améliorait pas, on le remplaçait par un autre. La boue entrait partout, dans les engrenages, dans la tourelle, dans les viseurs. S'il ne la nettoyait pas tous les jours, le char arrêtait de fonctionner. Le chargeur enlevait la boue avec une pelle. Le tireur utilisait des brosses. Tout le monde aidait. Sur le front de l'Est, le froid coupait la peau. Les oreilles saignaient, les doigts devenaient noirs. Mais personne ne se plaignait. Il se frottait juste les mains et continuait à travailler. L'opérateur radio racontait qu'une fois, il a dû taper avec des gants mouillés. Les touches collaient. Les messages sortaient avec des erreurs. Le commandant ne l'a pas réprimandé. Il lui a juste donné une couverture. Les vêtements ne suffisaient pas. Ils portèrent les mêmes pendant des semaines. S'ils étaient mouillés, ils mettaient des jours à sécher. Ils dormaient en uniforme. Parfois, ils l'utilisaient comme oreiller. Parfois comme couverture. Quand il y avait une pause, ils se relayaient pour sortir et s'étirer. L'air frais leur faisait mal au visage. Mais ils préférèrent ça à l'enfermement. Même avec le risque des tireurs d'élite, ils sortaient un moment, prenaient de l'air et revenaient. Le commandant devait surveiller que personne ne faiblisse. Si quelqu'un bégayait, il le changeait de poste. Si quelqu'un s'endormait en conduisant, il le sortait respirer. Personne n'était remplaçable, mais tous pouvaient faillir. Les longues nuits devenaient éternelles. Dehors, tout était sombre et froid. À l'intérieur, il n'y avait que le bourdonnement du moteur et l'odeur du métal. S'il manquait de carburant, le froid pénétrait comme un couteau. Ottokarius a écrit qu'une fois, le char est resté 3 jours immobilisé dans une forêt, attendant l'ordre d'avancer, sans feu, sans nourriture, avec la trappe fermée. Il ne sortait que par roulement pour uriner. Le reste du temps, il restait immobile, en silence. Pendant les tempêtes de neige, le char se couvrait en quelques minutes. S'ils ne nettoyèrent pas la trappe souvent, elle gelait. Une fois fermés de l'extérieur, ils ne pouvaient plus sortir. Ils utilisaient des pelles, des gants, même des boîtes vides pour dégager l'entrée. Le conducteur devait maintenir le moteur en marche pour éviter qu'il ne gèle. Mais il ne pouvait pas toujours le faire. Si le bruit du moteur attirait l'attention de l'ennemi, il devait l'éteindre. Alors, le froid entrait sans arrêt. L'opérateur disait que ces nuits-là, le silence était pire que les tirs.
On n'entendait que le craquement de la glace, le vent, le grincement du métal quand quelqu'un bougeait. Personne ne parlait. Ils attendaient juste que la nuit passe. Quand les ravitaillements n'arrivaient pas, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans des maisons abandonnées. Des carottes congelées, du pain moisi, de l'eau de pluie. Parfois, ils trouvaient un animal mort. Si ce n'était pas pourri, ils le cuisinaient. Le commandant savait quand pousser le groupe et quand s'arrêter. S'il voyait que quelqu'un n'en pouvait plus, il ordonnait de se reposer, même 10 minutes. Parfois, il suffisait d'enlever ses gants, de se frotter les mains et de remonter. Lors des longues marches, le char avançait pendant des heures, pas de pause. Si quelqu'un devait uriner, il le faisait dans une bouteille. Si quelqu'un avait faim, il mangeait d'une main et travaillait de l'autre. Le rythme ne s'arrêtait pas. Les bottes mouillées causaient des blessures. Le chargeur avait les talons fissurés. Le tireur, les doigts empoulés. Parfois, ils enveloppaient leurs pieds avec des chiffons ou mettaient du papier autour des chevilles. Rien n'aidait vraiment. Le commandant dormait par intervalles. 15 minutes ici, 10 là, toujours une oreille à la radio. Si un ordre arrivait, il devait être prêt. S'il y avait un tir, il devait réagir. Au milieu de la boue, le char devenait un piège. S'il s'embourbait, il ne pouvait ni avancer ni reculer. Les chenilles patinaient, le moteur rugissait, la terre les avalait. Dans ces cas-là, tout le monde descendait et poussait. Une fois, Ottokarius a raconté qu'ils ont passé 8 heures à essayer de sortir le char de la boue. Ils ont utilisé des troncs, des pierres, des plaques de métal. Rien ne servait. Jusqu'à ce qu'un autre blindé les tire avec une chaîne, tout couvert de boue, jusque dans les yeux. Les mains gercées par le froid faisaient mal pour charger les munitions. Le chargeur ne portait pas de gants parce que cela ralentissait ses gestes. Il avait les jointures cassées, la peau ouverte. Mais il ne se plaignait pas. Il demandait juste un chiffon sec. Le char se remplissait de vapeur à l'intérieur. S'ils ne ventilèrent pas, l'eau coulait du plafond. Le tireur utilisait sa manche pour sécher la lunette. L'opérateur utilisait sa casquette pour nettoyer la radio. Tout servait. En été, le problème était autre. La chaleur à l'intérieur du char était comme un four. L'air ne circulait pas. La sueur coulait dans le dos. L'uniforme collait au corps. Parfois, il s'évanouissait à cause de la chaleur. L'essence provoquait des maux de tête, l'odeur était partout. Si quelqu'un avait une blessure ouverte, la brûlure était insupportable. Mais il ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas d'abri dehors, seulement le char. Quand la nuit tombait, le moteur s'éteignait et tout devenait silencieux. Seul le souffle des compagnons, le goutte-à-goutte de l'eau, le craquement du métal. Le froid montait par les pieds et s'infiltrait dans les os. Si quelqu'un tombait malade, il n'y avait pas de remède. Seulement la chaleur corporelle, des cigarettes, une couverture. Le commandant notait l'état. Si ça ne s'améliorait pas en 2 jours, il était remplacé. Personne ne protestait. Personne ne disait rien. Après des semaines dans ces conditions, la peau se fendillait, les muscles faisaient mal, l'esprit devenait lent. Certains voyaient des choses qui n'étaient pas là. D'autres parlaient en dormant. Mais personne ne renonçait. Le char n'avait pas de toilette. Ils utilisaient des boîtes ou sortaient par tour. Si l'ennemi était proche, ils tenaient bon. S'ils n'en pouvaient plus, ils s'éloignaient de quelques mètres. Ils revenaient vite, sans parler. Le commandant devait les garder en alerte. Il répétait les ordres. Il leur demandait de nettoyer les armes, de vérifier les munitions. Ce n'était pas par routine. C'était pour garder la tête occupée. S'ils pensaient trop, ils craquaient. Blessures, pertes et la fin du chemin. En combat, le danger ne prévenait pas. Une seconde avant, ils étaient prêts. La suivante, tout devenait fumée, feu et confusion. Lorsqu'un projectile touchait, le son était sec, comme une porte géante qui claque. S'il pénétrait, on ressentait une pression dans la poitrine, une rafale de chaleur, puis plus rien. Le chargeur était celui qui prenait le plus de risques. Il était près du canon. Si quelque chose explosait, c'était le premier à tomber. Beaucoup sont morts sans pousser un cri. Ils s'effondraient simplement avec le casque de travers et les yeux ouverts. Ottokarius racontait qu'un jour, après avoir reçu un impact latéral, son compagnon de tourelle est resté coincé. Ses jambes étaient restées sous une plaque pliée. Carius a essayé de le sortir, mais le feu commençait déjà. Il a dû choisir entre le sortir ou fermer l'écoutille. Il a fermé. La douleur de perdre quelqu'un de l'équipe était sèche, sans larmes. Juste un silence qui durait des jours. Personne ne le nommait.
Personne ne disait « désolé ». On laissait simplement ce siège vide jusqu'à ce qu'un autre arrive. Quand le char était hors de combat, il fallait courir. Si le feu atteignait les munitions, tout explosait. Certains sortaient à temps, d'autres non. Le commandant était toujours le dernier à quitter le véhicule. Parfois, on les retrouvait ensuite, carbonisés, recroquevillés, le casque fondu, les bottes encore aux pieds. Il était impossible de les reconnaître. Seul le numéro de série du char permettait de savoir qui avait été à l'intérieur. Les blessures n'étaient pas toujours visibles. Le tireur qui ne réagissait plus, l'opérateur qui tremblait en allumant la radio, le conducteur qui faisait des cauchemars. Ils restaient tous à leur poste. Personne ne demandait de repos. Une fois, Von Luck racontait comment un char ami avait explosé juste devant eux. Le feu éclairait l'intérieur. Le chargeur est resté immobile pendant plusieurs minutes. Puis il a repris son travail comme si de rien n'était. Mais il ne parlait plus. Les hôpitaux de campagne étaient loin. Si un membre d'équipage était blessé mais pouvait marcher, il partait par ses propres moyens. Sinon, il restait à l'intérieur jusqu'à la fin de la mission. Ce n'est qu'alors qu'on le faisait descendre. Les blessures graves étaient soignées avec des bandages, de la morphine et de la chance. Si un bras s'infectait, on l'amputait. Si une jambe saignait beaucoup, on la serrait avec des ceintures. Il n'y avait pas de chirurgien, ni d'anesthésie, ni de temps. Quand la guerre touchait à sa fin, beaucoup de chars étaient sans peinture, sans pièces originales, rafistolés avec du métal d'autres véhicules. Le blindage avait des rustines, les chenilles étaient inégales, mais ils continuèrent d'avancer. Le moral était bas. Les radios annonçaient des retraites, des pertes, des ordres confus. Mais le char devait continuer à sortir. S'il y avait du carburant et des munitions, on se battait. Sinon, on reculait à pied. Dans les derniers mois, le front s'effondrait. Le char n'avançait plus avec confiance. Ils allèrent de village en village, attendant une embuscade, une mine, un ordre de retraite. Il n'y avait plus d'offensive. Juste des tentatives pour tenir un peu plus longtemps. Les unités étaient incomplètes. Il manquait des membres d'équipage, il manquait des pièces. Certains chars sortaient avec seulement 3 hommes. Le chargeur faisait aussi opérateur. Le commandant utilisait la radio. Le tireur dormait debout. La nourriture manquait. Les bottes avaient des trous. Les mains ne guérissaient plus. Les blessures étaient couvertes de bandages sales. Le froid faisait plus mal qu'avant. Mais personne ne parlait de se rendre. Ottokarius racontait qu'une fois, son char est resté sans chenille. L'explosion d'une mine l'a arrêté. Ils sont descendus. Ils n'avaient aucun moyen de se défendre. Ils se sont cachés parmi les arbres avec leurs armes personnelles. Cette nuit-là, ils n'ont mangé que de la neige. Le commandant savait que la fin était proche. Il n'y avait plus d'essence. Il ne restait que quelques cartouches. Les ordres arrivaient en retard. La radio annonçait des pertes, des échecs, du silence. Mais l'équipage ne quittait pas le char. Certains blindés étaient détruits par leurs propres hommes avant de tomber entre les mains ennemies. Ils posaient des explosifs, mettaient le feu et s'éloignaient. Ils ne pouvaient pas permettre que l'ennemi s'en serve. Lors d'une retraite, Von Luck mentionna que son unité avait détruit 5 de leurs propres chars. Ils leur ont enlevé les radios, les armes, les munitions, puis les ont incendiés. Personne n'a pleuré. Ils regardaient seulement le feu en silence. La fin est arrivée sans avertissement clair. Un jour, il n'y eut plus d'ordre. La radio s'est tue. Ils ne savaient pas s'ils devaient attaquer ou rester immobiles. Le commandant rassembla son équipe. Ils décidèrent d'attendre. Si l'ennemi apparaissait, ils se rendraient. Quand les soldats alliés arrivèrent, ils descendirent du char les mains en l'air. Certains pleuraient. D'autres s'assirent simplement dans la boue, sans parler. Le char était encore chaud. Le moteur fonctionnait encore. Mais tout était fini. La reddition ne fut pas rapide. Ils passèrent des jours dans des camps, avec peu de nourriture, sans nouvelles. On les interrogeait. On demandait nom, unité, date. Certains ne se souvenèrent de rien. D'autres inventaient pour partir plus tôt. Les Alliés regardèrent les chars comme des objets rares. Ils montaient, inspectaient, prenaient des photos. Pour l'équipage, c'était comme voir quelqu'un toucher un cadavre. Ce char avait été leur maison, leur bouclier, leur compagnon. Ensuite vint le transport. En camion, en train, à pied. Ils furent envoyés dans des camps de prisonniers. Ils dormaient sous des tentes, dans des baraquements, par terre. Ils n'étaient plus des soldats. Maintenant,
Ils étaient des chiffres. Ottokarius passa des mois en détention. Ses jambes, son dos, ses yeux lui faisaient mal. Pas à cause de blessures, mais à cause de la tension accumulée. Les jours étaient longs, les nuits éternelles. Il rêvait du char. Il se réveillait trempé de sueur. Certains ne revinrent jamais. Ils moururent dans les camps, malades, seuls. D'autres revinrent des années plus tard. Ils ne savaient plus conduire un char, ni ne voulaient. Ils cherchaient seulement le silence. Le char resta dans un champ couvert de rouille. Avec les années, les plantes l'entourèrent. Quelqu'un l'utilisa comme refuge. Un autre enleva les pièces. Puis, plus personne ne le vit. Mais pour ceux qui avaient vécu dedans, ce blindé n'était pas oublié. Il avait été chaleur, bruit, peur et force. Il avait été leur monde au milieu du chaos. Ils n'en parlèrent pas. Seulement parfois, à voix basse, ils disaient « J'ai été dans un panzer » et cela suffisait.